Il fut un temps, lointain et poussiéreux, où les vastes plaines d'Ekanda n'étaient que blessures ouvertes, balafres de terre, piétinées par les guerres, déchirées par la haine entre clans querelleurs, rongées par les pillages incessants et les promesses brisées d'anciens rois tombés dans l'oubli. C'est dans ce monde fracassé, dans ce silence lourd d'exil et de sang, que vint au monde un enfant que le destin n'avait pas oublié. Un enfant né d'un guerrier vaincu, que la honte avait rendu muet, et d'une guérisseuse bannie exilée pour avoir défié les lois des anciens. Cet enfant, on le nomma Monyang, et dès son premier cri, le vent sembla changer de direction. Élevé loin des terres royales qui, selon certains, auraient dû lui revenir, Monyang grandit en bordure de tout, de la gloire, du pouvoir, du confort, mais en son cœur naissait une force que l'injustice rendait tranchante comme une lame forgée dans les ténèbres. Il apprit tôt que le monde ne donnait rien, qu'il fallait tout prendre ou tout protéger. Il observa la nature non pas comme un enfant curieux, mais comme un stratège en devenir. Il guettait les faucons pour comprendre comment frapper sans prévenir, étudiait les hyènes pour apprendre à survivre dans le chaos, écoutait en silence les vieillards raconter leurs batailles perdues, non pas pour rêver de gloire, mais pour comprendre pourquoi les rois s'effondraient. Mais ce n'est que lorsqu'il croisa le chemin de Kandé, une jeune femme farouche issue des montagnes de Mbale, que son esprit affûté trouva un miroir. Kandé, libre et indomptable, savait parler comme on combat et combattre comme on respire. Elle maniait la lance avec autant d'assurance que la parole, et un jour, alors qu'il contemplait les vallées d'Ekanda depuis un promontoire de roches rouges, elle lui dit d'une voix calme mais pénétrante: un roi sans le respect de son peuple n'est qu'un tyran, et un roi qui n'a jamais goûté à la douleur ne peut comprendre la fidélité des humbles. Ces mots résonnèrent en lui plus fort que le fracas de toutes les armes. Ce soir-là, à la lueur d'un feu tremblant, ils se firent la promesse d'un royaume différent, d'un royaume debout, où la justice aurait pour compagne la force, et où les faibles ne seraient plus les premières victimes. Et dans leurs yeux brillait déjà une lueur plus ancienne que la haine des hommes, celle d'un rêve prêt à mordre le réel. À 20 ans à peine, Monyang leva sa première armée. Ce n'était pas une armée faite d'acier ou de gloire, c'étaient des bergers fatigués de fuir, des chasseurs lassés de traquer autre chose que leur propre douleur, des femmes jeunes, au cœur en feu, des anciens courbés mais pas brisés, tous réunis sous une bannière noire, simple et silencieuse, frappée du symbole d'un bouclier d'ombre, promesse d'une défense impitoyable mais juste. Ils se nommèrent eux-mêmes les Nzali, les inflexibles, et leur nom devint une rumeur, puis un murmure, puis une crainte dans le souffle même du vent. Car Monyang ne commandait pas comme les autres. Il innovait, il adaptait, il anticipait. Ses troupes se mouvaient comme l'eau entre les doigts. Attaques en spirale, formations souples et mouvantes, feintes dansantes qui déstabilisaient les chefs ennemis avant même que le combat ne commence. Il frappait, oui, mais jamais pour détruire. Il dominait, mais jamais pour asservir. Il voulait unir, non soumettre, guérir les terres au lieu de les marquer du sceau de l'humiliation. Alors, dans les villages qu'il libérait, les enfants commençaient à chanter son nom comme on prie une étoile filante. Le vent s'incline devant le pas de Monyang. Les larmes sèchent sous le regard de Kandé. Mais comme toujours, là où la lumière devient trop vive, l'ombre se tend pour frapper plus fort. Et l'ombre, cette fois, portait un nom, Bakari, le frère de sang de Monyang, qu'il avait élevé comme un second lui-même. Rendu fou par l'envie, miné par l'ambition, Bakari trahit Monyang en plein conseil royal, à la veille même de son couronnement comme roi de l'Union d'Ekanda. Kandé, cette nuit-là, eut un rêve, ou une vision, et se leva sans un mot pour l'avertir. Grâce à elle, Monyang échappa à un empoisonnement certain. Et lorsque l'aube se leva sur la salle du conseil, ce n'est plus une couronne qu'il devait poser sur sa tête, mais une sentence sur celui qu'il avait aimé comme un frère. Il aurait pu le tuer. Il aurait eu raison, mais il choisit de ne pas verser de sang inutile. Il fit comparaître Bakari devant les siens et dit, d'une voix lente et tranchante, « Celui qui trahit le sang porte déjà sa propre mort. » Et il le bannit. Les années passèrent, et de cette décision naquit un empire plus vaste que ce que nul n'aurait osé rêver. L'empire d'Ekanda s'étendait désormais sur 10 rivières aux eaux libres et 7 collines baignées de champs.
Monyang régnait non avec le poids d'une épée, mais avec la sagesse d'un regard. Et toujours, Kandé était là, non pas derrière lui comme une ombre effacée, mais à ses côtés, dans la lumière, reine et conseillère, stratège et amante, mère du peuple et générale des armées du vent. Ensemble, ils abolirent les castes, ouvrirent des écoles là où jadis on n'enseignait que la peur, et chaque printemps, sans jamais faillir, Monyang quittait sa couronne, marchait pieds nus dans les villages et partageait le mil, le pain et les histoires avec ceux qui n'avaient rien. Mais même les grandes histoires portent une fin. Même les rois doivent se taire un jour. Et lorsque ses forces commencèrent à décliner, Monyang réunit ses proches, s'assit sous le grand arbre aux racines profondes et remit son bouclier d'ombre dans les mains de Kandé. Il la regarda longtemps, puis dit simplement « Ce que j'ai bâti avec l'épée, tu l'as protégé avec le cœur. Qu'on se souvienne de Monyang, mais qu'on chante ton nom, Kandé. » Et depuis ce jour, sous les baobabs de la mémoire, quand les griots frappent leurs tambours et que les enfants demandent qui était Monyang, les anciens répondent d'une voix douce et fière. Monyang le conquérant, Kandé la gardienne, 2 cœurs, une flamme, un empire né de l'honneur. Les saisons avaient filé comme l'eau entre les doigts, et l'empire d'Ekanda, bâti sur la sueur, l'intelligence et la justice, semblait invincible. Dans les villages, les enfants portaient fièrement des amulettes à l'effigie du bouclier d'ombre, symbole de protection et de droiture. Dans les montagnes de Mbale, les vieillards racontaient aux plus jeunes comment Kandé, la reine aux yeux de feu, avait un jour défendu seul un col sacré contre 3 envahisseurs venus de l'Est. Le peuple vivait en paix, et les terres autrefois ravagées fleurissaient d'ignames, de mil et de champs. Mais la paix est une branche fragile qui ploie sous le vent des anciennes rancunes. Un soir sans lune, alors que Kandé observait les étoiles depuis le toit du palais de pierre rouge, un messager au visage ravagé par la poussière arriva, chevauchant un cheval haletant comme s'il portait le deuil du monde. Il s'agenouilla sans dire un mot, tendit un tissu trempé de sang noir et murmura d'une voix tremblante « Le chien d'Oboro est revenu ». Ce nom fit frissonner même les pierres du palais. Bakari, banni, mais jamais brisé. Oublié, mais toujours tapi dans l'ombre comme un feu couvant sous les cendres. Depuis sa trahison, Bakari avait traversé les terres arides du sud, pactisé avec les rois déchus, les sorciers affamés de pouvoir, les chasseurs d'âmes. Il avait bâti dans le silence un royaume sans soleil où les enfants apprenaient à haïr avant de marcher. Il s'était proclamé le fils du néant et ses armées portaient des masques sans visage frappés d'un crâne d'ivoire. Désormais, il revenait pour réclamer ce qu'il croyait sien, le trône d'Ekanda et la tête de son frère. Monyang écouta le messager sans ciller. Kandé, droite comme un baobab sous l'orage, posa sa main sur celle du roi. Aucun mot ne fut prononcé. Ce soir-là, ils comprirent tous deux que la dernière guerre approchait. Le lendemain, les Nzali furent rappelés. Les jeunes, les anciens, les artisans, les sages, tous répondirent à l'appel. Mais cette fois, Monyang ne leva pas son épée. Il se leva avec son peuple. Il dit « Je ne défendrai pas un trône, je défendrai une mémoire, car ce que nous avons bâti n'est pas de pierre ni de pouvoir, c'est un serment. Et ce serment, tant qu'il vivra en vous, rien ni personne ne pourra le briser. » Kandé prit la parole à son tour, vêtu de son boubou de guerre tissé d'éclats d'os et d'étoffes célestes. On dit que l'amour est faible face à la haine, mais l'amour véritable ne fuit pas. Il tient, il élève, il reconstruit. Ce royaume est né de la tendresse pour les faibles, de la justice pour les humiliés, de la voix de ceux qu'on n'écoutait jamais. Alors levons-nous, non pour détruire, mais pour empêcher la nuit d'avaler le jour. La guerre fut brève, mais elle brûla comme 1000 saisons en une seule lune. Bakari, monté sur un trône de crâne, mena ses guerriers masqués dans une offensive éclatante. Les collines saignèrent. Les rivières changèrent de cours sous les cris. Mais partout où il marchait, les chants du peuple de Monyang l'accompagnaient comme un souvenir impossible à tuer. C'est à la gorge d'Oyam, là où la terre se fend comme une bouche ancienne, que les deux frères se retrouvèrent enfin. Bakari leva sa lance, Monyang abaissa la sienne. Il ne vint pas pour tuer, il vint pour dire la vérité. « Tu étais mon frère, dit-il, la voix nue, et je t'aimais plus que ma propre couronne. Mais tu as laissé ton cœur devenir un puits sans fond. Regarde autour de toi, Bakari. Que vois-tu » Mais Bakari, aveuglé par l'orgueil, lança son cri de guerre.
La bataille éclata. Le ciel s'obscurcit. Et dans la mêlée, alors que les masques tombaient et que le sang se mêlait à la poussière, Kandé surgit, rapide comme l'éclair d'une promesse non tenue. Elle ne frappa pas Bakary. Elle le désarma. Elle ne tua pas son mari. Elle le releva. Et c'est là, dans le silence après le tumulte, que Bakary tomba à genoux, brisé par ce qu'il n'avait jamais su comprendre. La grandeur d'un cœur qui ne cherche pas à vaincre, mais à unir. Ce jour-là, l'histoire d'Ekanda se grava dans la roche. Et l'on raconte que quand le vent souffle entre les arbres d'ombre, on peut encore entendre la voix de Monyang dire « Celui qui règne par la peur ne laisse que le vide. Celui qui aime profondément construit pour toujours. » Kandé resta debout, le bouclier d'ombre en main, les yeux levés vers l'horizon, et sous les baobabs de la mémoire, on chante encore. Monyang parla au vent, et le vent se fit loyal. Kandé marcha sur les cendres, et la vie repoussa. Deux âmes forgèrent un empire, un amour qui survécut aux flammes. Le soleil s'était retiré lentement, comme s'il savait que sa lumière ne serait plus nécessaire pour veiller sur Monyang. Dans le palais silencieux d'Ekanda, au sommet de la colline aux ancêtres, une brume légère flottait entre les piliers d'argile peints d'ocre, et dans l'air tiède du soir, chaque silence semblait porter le poids d'un millier de souvenirs. Le roi vieillissant était assis à l'ombre d'un tamarinier, les mains jointes, son regard tourné non pas vers l'horizon, mais vers l'intérieur. Là où brûlait encore la braise du jeune guerrier qu'il avait été. Autour de lui, les visages s'étaient faits plus jeunes. Les enfants de la paix, les petits des Nzali, grandis sous les écoles qu'il avait bâties, venaient parfois lui tenir compagnie. Il leur parlait peu, mais quand il ouvrait la bouche, les oiseaux se taisaient. Il leur racontait non pas la guerre, mais le doute, non pas les victoires, mais la solitude du pouvoir. Il leur disait « Le trône n'est pas un privilège, c'est un feu. Il éclaire ou il consume. Et si vous n'avez pas d'amour à offrir à ceux qui marchent derrière vous, ce feu vous mangera vivant. » Pendant ce temps, Kandé, toujours droite, toujours vive malgré les années, parcourait le royaume. Elle allait là où on pleurait en silence. Elle écoutait les femmes blessées, les veuves oubliées, les enfants perdus. Elle n'avait plus besoin d'armes, car sa parole suffisait à faire trembler les puissants et à apaiser les cœurs. Elle portait désormais le bouclier d'ombre, non comme une relique, mais comme une mémoire vivante. Mais un soir, alors que les tambours se taisaient plus tôt que d'habitude, un feu étrange se leva dans le ciel d'Ekanda. Une étoile flamboyante fendit l'espace et tomba derrière les collines du sud. Les anciens y virent un signe. Kandé y vit un appel. Monyang, lui, sourit faiblement. « Il est temps, dit-il, de passer le flambeau. » Ce ne fut pas un adieu. Ce fut un passage. Monyang, vêtu de blanc et d'indigo, réunit une dernière fois son peuple. Dans la grande cour circulaire, entouré des Nzali, des artisans, des guérisseurs, des enfants et des vieillards, il se leva lentement, comme s'il portait la mémoire de 1000 générations sur ses épaules. Il parla non avec force, mais avec calme. Il ne prononça ni ordre, ni discours. Il dit simplement « Je ne suis pas votre roi. Je ne l'ai jamais été. J'étais votre frère, votre reflet, celui qui tomba et se releva avec vous, celui qui a appris que gouverner, ce n'est pas dominer, mais servir. » Puis il se tourna vers Kandé qui s'avança sous les acclamations. Elle leva le bouclier d'ombre au-dessus de sa tête. Mais au lieu de le garder, elle le tendit à une jeune fille au regard vif, à la peau d'ébène luisante et aux cheveux tressés de coquillages. Elle s'appelait Luma et personne ne la connaissait vraiment. Mais tous sentirent au fond d'eux que l'histoire recommençait. Alors Monyang sourit, et dans la nuit qui suivit, il quitta le palais, seul, à pied, marchant vers la forêt sacrée d'Amani. On raconte qu'il ne revint jamais, qu'il devint vent, qu'il devint voix, qu'il devint poussière d'étoiles. Kandé, elle, ne chercha pas à le retenir. Elle resta, forte comme la roche, douce comme l'eau, décidée à transmettre, à construire encore, à aimer sans fin. Et chaque année, lors de la veillée du bouclier, les enfants se rassemblent autour d'un grand feu et une voix s'élève, grave et claire. Là où les hommes cherchent la puissance, Monyang chercha l'unité. Là où les rois veulent être servis, Kandé offrit son cœur au peuple. Là où la guerre finit les empires, leur amour fit renaître les racines. Car un royaume sans mémoire n'est qu'un royaume sans avenir. Et sous les baobabs de la mémoire, on chante encore. Ils ne sont plus chair ni ombre, mais souffle, mais semence,
Monyang, le roi disparu dans la lumière, Kandé, la gardienne du feu sacré, et Luma, l'enfant au regard d'éclair, portent désormais l'aube d'un empire nouveau. La vraie grandeur ne réside pas dans la force qui conquiert, mais dans la sagesse qui unit, dans l'humilité qui écoute et dans l'amour qui endure. Monyang aurait pu être un tyran, il a choisi d'être un guide. Kandé aurait pu se venger, elle a choisi de guérir. Un trône ne vaut rien s'il est bâti sur la peur. Une nation ne survit pas si elle oublie la douleur de ceux qui l'ont construite. Et le pouvoir n'est pas un droit, c'est un poids que seuls les cœurs justes peuvent porter sans briser, car tout empire s'efface. Mais ce que l'on bâtit avec vérité, ce que l'on protège avec bonté, ce que l'on transmet avec amour,